Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission dans le cadre de l'émission, la série d'émissions La vie en collectif, donc avec Louis Fouché, le collectif Libertad. Nous en sommes donc à la sixième émission sur la résolution de conflits. Nous vous invitons à retourner également sur notre chaîne YouTube et à vous abonner pour retrouver les 5 premières émissions. La première sur la raison d'être, l'émission numéro 2 sur le cadre de sécurité, l'émission numéro 3 sur les outils de communication. Ensuite, on aura évoqué les règles de prise de décision dans l'émission 4 et on a abordé le sujet de qui fait quoi, les rôles de chacune et chacun, la dissociation entre rôle et personne dans l'émission numéro 5. Voilà. Donc, salut Louis, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Ouais, bonjour Pierrick, merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, l'intention de cette émission, c'est vraiment l'idée de travailler sur le faire ensemble, sur comment on arrive à faire ensemble, parce que je crois que c'est vraiment un des gros défis, et puis au sein de Réinfo Covid, on pense que c'est un des gros défis là de cette sortie de crise, c'est d'arriver à une sorte de réconciliation, puis arriver à travailler ensemble pour poser les bases d'un monde meilleur. Voilà, toutes les institutions sont en train de s'effondrer, que ce soit l'école, la monnaie, les pompiers, la médecine, la santé, partout, quoi, l'école. Ça y est, il faut reconstruire autre chose. Donc, il y a des gens qui s'occupent de travailler à faire des écoles différentes, comme Enfance et Liberté, avec une sorte de mode d'emploi et de guide qui s'appelle Educol, que vous pouvez retrouver sur educol.fr. Il y a des gens qui travaillent sur essayer de faire de la monnaie. Et là, vous pouvez retrouver toutes les réflexions qui ont eu lieu dans un groupe de travail qui s'appelle Prenez Place sur YouTube, qui permettent vraiment de réfléchir à qu'est-ce que c'est la monnaie, qu'est-ce que c'est une monnaie locale, qu'est-ce que c'est une monnaie libre, une monnaie complémentaire, un système d'échange local, le troc, qu'est-ce que c'est la finance. Et c'est très, très important de se réapproprier ça. Les gens qui travaillent sur une santé alternative, l'idée de trouver le meilleur de la santé allopathique et de la santé naturelle et intégrative. Ça, c'est tout le champ de Réinfo Santé et des émissions qui ont lieu avec Réinfo Santé. Bref, on est en train de rebâtir à chaque étape, à chaque endroit, une autre façon de faire, bien plus efficace et bien plus agréable à vivre. Ça sature pas le micro, ça va ? Non, c'est tout bon. On t'entend très bien. Ok. Je te remercie. Donc là, on a besoin pour ça de réussir à travailler ensemble. Et ça ne va pas de soi du tout. C'est quelque chose dont vous êtes peut-être rendu compte. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui restent tout seuls derrière leur écran en se disant, bon, bah là, au moins, je ne vais pas me frotter à l'autre. Parce que chaque fois qu'on se met les uns avec les autres, bah, il peut sortir le meilleur et le pire. Et en fait, ça, c'est une constante. Donc là, aujourd'hui, on va travailler sur un point clé qui est la notion de conflit, la notion de tension. C'est bien ça, Pierrick ? Oui, exactement. Voilà. La notion de tension, la résolution de conflit. Alors, d'un point de vue global, en fait, finalement, c'est presque, si on voit ça d'un cadre positif, d'une manière globale, finalement, s'il y a des conflits, c'est qu'il y a une hétérogénéité, on va dire, dans les personnes qui constituent le groupe. Donc, c'est pratiquement une bonne chose, puisque s'il n'y avait pas de conflit, c'est qu'on serait tous d'accord, tous les mêmes idées. Et donc, finalement, l'idée, c'est vraiment de voir comment est-ce qu'on fait avec chacune et chacun et comment est-ce qu'on aborde avec notre humanité, nos qualités et nos défauts pour justement vivre ensemble et gérer justement ces conflits entre individus. Donc, je suppose que tu as un ensemble de pistes que tu vas pouvoir nous apporter pour comment résoudre ces conflits à l'intérieur d'un collectif. Ouais, c'est un point très important que tu soulèves là, c'est comment imaginer que le conflit, la tension, la friction, le dissensus serait en fait une chance, serait en fait un cadeau qui serait donné au collectif pour essayer d'affiner sa raison d'être, de mieux savoir ce qu'il a envie de faire, et un cadeau donné aux individus pour travailler leur posture relative, à quel endroit ils se trouvent. Parce qu'un conflit, il peut avoir lieu parce que quelqu'un émerge et donne des idées, a envie d'emmener le collectif dans une certaine direction, et il a plein d'énergie, il a envie de faire des projets, de les énergétiser, mais en même temps, il tire sur le collectif. Et puis de l'autre côté, il y a le collectif qui essaye de rester cohérent, et c'est le nous, on va appeler ça, le collectif, de manière horizontale, et lui, il essaye de garder une sorte de stabilité. Et on va se rendre compte qu'il y a ces deux types de personnalités qui existent. Il y a des gens qui sont plutôt à vouloir tirer tout le temps, faire des nouveaux projets, essayer d'ouvrir des possibles, tailler à la machette à travers la forêt vierge, pour emmener tout le groupe qu'il y a derrière. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, cherchent à faire le petit-déj pour tout le monde, poser la table, bien étaler la nappe et faire que ça se passe bien. Et en fait, les deux sont nécessaires. Mais chacun va avoir l'impression que l'autre le met en danger.
Celui qui a envie de tirer et de faire des nouvelles choses, il va ressentir qu'il est freiné par le groupe. Ah, j'en ai marre, et il m'empêche de faire des trucs, on est contraint, il faut voter, il faut faire des règles de décision à la con. Allez, on y va, quoi. Et puis de l'autre côté, il y aura le groupe qui a envie de rester bien stable, qui dit mais lui, il va tellement nous tirer dessus qu'il va tout fracasser, quoi. Il respecte rien. Il passe son temps à aller court-circuiter les règles de prise de décision, à court-circuiter les règles du jeu, à aller gratter plus loin que la raison d'être. Donc ça, c'est vraiment une des sources pour moi majeures de tension, c'est ce conflit entre verticalité et horizontalité, stabilité et transformation. Vous pourriez voir ça comme sur un bateau, quelqu'un qui veut tout le temps mettre des nouvelles voiles, mettre le SPI alors qu'il y a déjà force 5, ramer en plus, rajouter un mât de fortune. Et puis d'autres qui, au contraire, voudraient rester au port, être au mouillage et être bien tranquille. Voilà, on est ensemble en bateau, ce qu'on a envie, c'est de prendre du bon temps. On n'a pas besoin de tirer. Et sauf que si vous laissez faire les gens qui veulent rester au port, ils restent au port tout le temps. Et un bateau, c'est pas fait pour rester au port. Et si vous laissez faire celui qui veut mettre des voiles tout le temps, il va tout casser, il va traverser toutes les tempêtes et à la fin, on va finir par retrouver une coquille de noix fracassée sur les récifs. Donc, il y a besoin de la juste tension entre les deux. Cette tension, elle peut aboutir même à du conflit. Le conflit, c'est quand vraiment ça commence à envahir tous les champs. On n'arrive plus à s'organiser. Il n'y a plus d'énergie. Il y a des gens qui partent. Il y a des gens qui décident de quitter le collectif de manière volontaire. Il y a des gens dont vous n'entendez plus parler. Il y a plein de petits signaux faibles comme ça pour dire tiens, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand ça va bien, normalement, l'énergie coule. Vous êtes dans une expérience de flux. Tout va bien. Vous accomplissez et hop, ça transforme le réel de manière massive. Et tac, vous butez sur quelque chose, ça arrête la machine. Et la machine s'arrête. Et ça, c'est un signe. Soit vous voulez forcer encore plus, soit vous prenez le temps de résoudre le conflit. Et ça nécessite du temps. C'est la deuxième chose que je pourrais dire, c'est il faut du temps. Et il faut une procédure, un processus qui est prévu le coup. Un processus qui permette aux gens de sortir de leur rôle, un processus qui permette d'exclure quelqu'un, un processus qui permette de revoir les raisons d'être du collectif, un processus qui permette d'amener l'envie de quelqu'un à aller jusqu'à sa réalisation ou à dire c'est en dehors et donc on va créer un bébé en dehors. J'en ai déjà parlé de ça, mais finalement, il y a des gens qui ont eu des envies dans Réinfo Covid, des envies politiciennes, par exemple. Ce n'était pas dans les raisons d'être de Réinfo Covid. Pour autant, on ne les a pas brimés. On a dit, OK, on va vous aider un petit peu. En tout cas, on va essayer de faire tout ce qu'on peut pour vous aider. Mais ça ne va pas être dans Réinfo Covid. C'est en dehors. Il y a des gens, voilà, il y a des gens qui ont eu envie de faire de l'activisme de rue pour taguer, graffer. C'est pareil, ce n'était pas dans Réinfo Covid. Pour autant, on ne les a pas empêchés. Simplement, on a resitué. Ce n'est pas dans Réinfo Covid, c'est juste à côté. Et ça a donné naissance à Street Act. Donc, vous pouvez imaginer que votre structure, à frottement dur, comme si vous rapiez dessus sur le réel et sur les conflits, pouf, ça fait émerger des petites pailles, comme des petites étincelles qui vont peut-être enflammer autre chose. C'est ça l'image que j'emploierais. Donc, en fait, le conflit, c'est ça, quoi. C'est le frottement dur pour mettre à feu. Et comment on fait en pratique ? Je vais vous raconter l'histoire de Dominique Barter. C'est quelqu'un au Brésil qui a fait le constat que la justice classique, celle avec le droit, les juges, les avocats, elle aboutissait à plus de 85% de taux d'insatisfaction. C'est-à-dire que si on mesurait est-ce que les gens étaient satisfaits du rendu du verdict, qu'ils aient gagné ou qu'ils aient perdu, à la fin, il y avait 85% d'insatisfaction. C'est-à-dire que les gens n'étaient pas contents. Comme si cette justice qui punit, qui dit « Ok, vous allez avoir 3 ans de tôle et 500 € d'amende », elle n'était pas… En fait, elle était à côté de la question clé. Ah, mais ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que la justice punitive, elle pose la question d'une manière qui est toujours décalée par rapport à la vraie problématique. Puis là, on en revient à la communication non violente dont on a déjà parlé, c'est descendre dans le besoin fondamental. Qu'est-ce que je veux vraiment qui sorte de cette histoire. Et donc, il a inventé, ce Dominique Barter au Brésil, il a inventé l'idée de justice restaurative. C'est quoi ce truc-là ? Il est allé dans les favelas et il a pris des gens qui étaient en conflit et il a dit vous allez chacun prendre 5 personnes qui sont importantes pour vous dans la communauté. Puis vous allez discuter de ce qui s'est passé. Il y en a un qui est le receveur de l'acte et l'autre qui est le faiseur de l'acte. Par exemple, je t'ai volé ton vélo. Ok, vous allez discuter avec des gens importants, puis avec l'idée de comment on sort par le haut de cette histoire. Comment on a envie d'en faire quelque chose qui soit utile au groupe. Et alors, il aboutit avec ce… Et puis après, il fait se rencontrer les gens. Donc, il y a plusieurs cercles. Les cercles restauratifs, c'est plusieurs. Il y a un pré-cercle, puis un cercle lui-même. Et puis, à la fin, on confronte l'auteur et le receveur de l'acte pour dire maintenant, qu'est-ce que vous voulez vraiment qui sorte de ça ?
Parce que si tu pars de voler un vélo, par exemple, tu dis: «Bon, OK, bah, moi, je voudrais un nouveau vélo, j'en ai plus, quoi». Mais il y a pas que ça. Je voudrais pouvoir aller boire un coup en centre-ville, avant le drame, hein, sans me faire du souci pour mon vélo, sans passer ma vie à me dire: «Ah merde, je vais me faire gauler mon vélo». Donc j'aimerais être dans un monde de paix, où les gens vont bien. OK, ça va être plus dur à travailler, mais peut-être qu'on peut y travailler. Mais ça veut dire qu'il va falloir travailler sur l'urbanisme, il va falloir travailler sur les tensions sociales entre les gens. Puis de l'autre côté, tu prends celui qui a volé le vélo, tu dis: «Bon OK, je peux te punir, te mettre en prison, mais au fond, c'est quoi le problème?» Bah, c'est que moi, je sais rien faire d'autre, en fait. C'est comme ça que je gagne ma vie. Ah, mince. Donc là, ça veut dire que si je veux restaurer quelque chose, il va falloir que je t'apprenne à faire quelque chose, que je trouve quel est ton talent. Parce que si je te mets en tôle et que je te laisse sortir, c'est sûr que tu recommenceras juste derrière, parce que de toute manière, c'est faire que ça. Je vous donne un autre exemple, c'est, quelqu'un dans le quand j'ai quand je travaillais en réanimation des grands brûlés, il y a une jeune femme trisomique qui vivait, dans un foyer, grande, hein, et qui va au feu de la Saint-Jean. Et au feu de la Saint-Jean, elle garde la main de son chéri et elle passe à travers le feu, parce que pour les feux de la Saint-Jean, on joue à sauter à côté du feu ou au-dessus du feu. Et lui passe, à côté du feu, mais elle passe dedans et elle se brûle, elle est grande brûlée, parce qu'elle veut pas lâcher sa main. Et la maman de cette jeune femme est très en colère. Elle est tellement en colère qu'elle veut faire un procès à la directrice du foyer. Elle veut faire un procès au préfet, elle veut faire un procès au maire de la ville. Et on travaille ensemble et je dis: «Mais c'est quoi que vous voulez, quoi? Vous voulez faire un procès? Vous voulez qu'à la fin, votre fille, elle soit plus dans le foyer, alors qu'elle a son chéri là-bas, qu'elle y est heureuse, ils font des choses, qui sont intégrés socialement dans les feux de la Saint-Jean, et cetera? Vous voulez que l'ensemble du groupe de ce foyer n'aille plus aux feux de la Saint-Jean ou qu'on fasse plus les feux de la Saint-Jean? Vous voulez que le préfet aille en tôle? C'est ça que vous voulez?» Et en fait, en grattant doucement, en la laissant dire sa colère, petit à petit, elle en est arrivée que, bah non, ce qu'elle voulait, c'est que ça arrive plus. Qu'elle voulait que sa fille guérisse bien et que ça arrive plus. Et à partir que sa fille guérisse bien, je lui ai dit: «C'est notre boulot ça, on va le faire». Et que ça arrive plus, bah ça, peut-être qu'on peut le faire autrement. Et en fait, elle-même est arrivée à créer une rencontre entre le maire, le préfet, la directrice du foyer et elle, en disant: «Comment on fait pour que ça se produise plus?» Et ils ont dit: «L'année prochaine, on fera un spectacle avec les jeunes trisomiques du centre, qui sera préparé en termes d'entrée-sortie. Il y aura un filage, on saura par où on rentre. Il y aura une sécurisation, raisonnable du feu, mais sans plus, quoi. Et chaque année, on fera l'anniversaire de la guérison de ma fille à l'occasion de ce spectacle». Et en fait, je ne sais pas si c'est ça qui s'est passé, après j'ai pas suivi, mais ça, c'était typiquement une démarche restaurative. Comment faire d'un truc de merde, de quelque chose de fécond? Voilà, donc comment on fait nous, au sein de Réinfo Covid? Vous avez vu dans le truc précédent, dans l'émission précédente qu'on a différents cercles. Quand il y a vraiment une tension, un conflit, les deuxièmes liens de chaque groupe les rapportent au cercle supérieur. Si on n'arrive pas à résoudre au sein de son cercle, hein. Si on arrive à résoudre au sein de son cercle, tant mieux. Si on n'y arrive pas, on rapporte au cercle supérieur et on va tirer au sort 5 sages. 5 personnes qui vont être en charge d'aller gérer le conflit. C'est-à-dire essayer de gratter quel est le besoin fondamental, pourquoi les gens sont en tension, qu'est-ce qui se passe? Et ça permet rien que le fait de donner ça à des gens tirés au sort, déjà ça va mieux. Et ensuite le fait qu'ils le traitent, bah, les gens vont travailler leur posture elle-même. Ce cercle des sages, tout le monde est au courant normalement dans Réinfo Covid. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il peut y faire appel. Et ça, c'est important pour une structure restaurative, c'est qu'elle ne soit pas dans les mains de quelques-uns qui vont se servir de la structure restaurative pour régler leurs comptes, en gros, faire la justice comme ils ont envie. Non, non, c'est possible. Donc là, par exemple, si moi je vais à une interview et qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas bien, ils peuvent m'en parler, on peut essayer de le résoudre tranquillement. Mais ils peuvent aussi, au bout d'un moment, dire: «Bon, Louis, il refait toujours le même genre d'interview et on n'est pas d'accord, il y a une vraie tension». On va tirer au sort un cercle des sages. Et ce cercle des sages, il va voir est-ce qu'on fait évoluer le rôle de Louis en tant que porte-parole? C'est-à-dire, on va lui mettre des bornes, des cadres, des limites. On va lui dire: «Non, tu as pas le droit de parler de ça, ou tu as le droit de parler de ça, ou tu as pas le droit d'aller dans tel média, ou tu as le droit d'aller dans tel média». Donc donner des cadres et des limites au rôle, redéfinir le rôle, exclure du rôle, dire: «Bon, bah, maintenant Louis, tu es plus porte-parole, ça suffit». Hem, ou bien, redéfinir le groupe dans son ensemble, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Tiens, c'est marrant, Louis, il parle toujours de ça, de permaculture et tout. Et si Réinfo Covid évoluait, pourrait pas être que sur le Covid, mais être aussi sur ces champs-là de la permaculture, de la monnaie, de la gouvernance partagée.
OK, on va réécrire nos raisons d'être. Voilà, ça va, c'est à peu près clair ce que je dis? Totalement. Non, c'est très, très clair. Est-ce que vous avez déjà eu des conflits, au sein de Libertad? Oui, au sein du collectif, on en a eu quelques-uns. Alors, ça n'a jamais été dramatique, bien évidemment. Et comme je le disais au début, mais finalement, alors sur le moment, on se dit waouh, etc. Enfin, on est là, comment ça se fait que ça se produit alors qu'on est tous là, normalement, enfin, dans la même ambition. Mais finalement, voilà, encore une fois, ça permet de montrer qu'il y a une hétérogénéité, en fait, finalement, des individus. Donc, c'est quand même une richesse. On a eu des petits soucis, si on peut dire ça comme ça, qui se sont notamment réglés assez rapidement, des fois, notamment des départs volontaires de ces personnes-là. Donc, on n'a pas eu à trop traiter cette partie-là, ça s'est fait un petit peu naturellement. Ça ne veut pas dire, comme tu disais, qu'on fait la gueule quoi, à ces personnes ou quoi que ce soit. C'est de se dire, bah, finalement, bon, ça matche pas, ça ne matche pas, et ces personnes qui ont pu continuer à œuvrer, entre guillemets, à leur manière, à côté, quoi, dans d'autres mouvements, etc. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont persona non grata, entre guillemets. C'est des personnes, moi, notamment, si je les recroise, je leur dirai bonjour avec grand plaisir. Mais entre guillemets, dans le collectif, ça ne matchait pas. Et on en a eu également plus récemment, pareil, un petit peu sur, entre guillemets, des divergences de vision, des divergences d'opinion sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas, comment, et surtout, en fait, comment, entre guillemets, on interagit entre les uns avec les autres, et quel va être l'impact de certains sur les autres, sur leur volonté de faire ou de ne pas faire, etc. Et donc, encore une fois, bah, en fait, ce conflit-là interne qu'il y a eu, notamment il y a quelques semaines, sans gravité, justement, encore une fois, a fait émerger cette notion de bah, justement, en fait, on avait mis en place une sorte de conseil des sages, qu'on avait prévu déjà depuis 1 an et demi, on va dire pratiquement dans les débuts du collectif. Et notamment, on avait, je ne sais pas si tu te rappelles, voilà, parlé avec toi, déjà fait une visio pour voir comment structurer un peu le collectif. Et justement, le fait de recourir au conseil des sages nous a permis de mettre en évidence finalement le fait que ben, on n'avait pas spécialement fait évoluer nos raisons d'être. Surtout, on n'avait pas spécialement assez défini également le champ d'action, de possibilités finalement du Conseil des sages. Donc, ça a permis de nous montrer nos points de faiblesse au sein du collectif, et qu'il fallait justement réécrire, remettre en place un ensemble de choses, et ce qui est en cours. Donc, il y a des personnes là qui ont monté une sorte de groupe de travail, alors si on peut dire ça ainsi, un groupe de réflexion vraiment sur, bah, maintenant il est temps pour le collectif Libertad, qui a évolué, qui regroupe plusieurs centaines de personnes, de réécrire en fait finalement quelles sont ses raisons d'être aujourd'hui, quel est le champ d'action, entre guillemets, du Conseil des sages, comment est-ce qu'ils sont nommés véritablement. Donc voilà, ça a été une richesse pour cela. C'est que ça a permis de montrer en fait les points de faiblesse, qu'on est arrivé à un moment donné où bon, on vivait un petit peu sur nos acquis, et que finalement il y avait encore des fragilités qu'il fallait justement retravailler pour cela. Ouais. Et pour autant, je crois qu'il ne faut pas faire semblant. Le conflit, c'est quelque chose de douloureux. C'est pas simple. Ça prend beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie qui est accumulée à cet endroit-là, comme si il y avait un nœud de tension. Et nous, on a eu plusieurs conflits qui en fait étaient douloureux dans Réinfo Covid, qui ont fait qu'il y a certaines personnes qui sont parties. Et à la fois, on pourrait voir ça comme une régulation naturelle. À la fois, je crois que chaque fois que quelqu'un part, ça dit quelque chose du groupe qui a besoin d'être affiné. Comme tu l'as dit, la raison d'être, ou les règles du jeu, ou bien la façon dont on pilote, ou bien la façon dont on parle en public. Finalement, le conflit, la tension, c'est une maladie, c'est un révélateur. Comme le Covid est une tension, un révélateur des facteurs de risque qui étaient déjà présents chez les gens. Les gens, ils sont obèses, hypertendus, diabétiques, ils sont immunodéprimés. C'est pour ça qu'ils font une maladie grave. Là, c'est pareil, c'est parce qu'un collectif n'a pas des règles du jeu claires, que les postures individuelles ne sont pas affinées, etc., qu'il va y avoir de la tension et que ça peut faire exploser. Ça peut faire exploser le collectif. Et c'est très rare qu'on parte, comme tu l'as dit au début, on part la fleur au fusil, on est content d'aller œuvrer ensemble, et on ne se pose pas la question d'un processus de gestion de conflit. Bah, nous, c'est ce qu'on a fait. Hein. Donc, c'est sur le chemin qu'on a essayé d'en trouver un et qu'on a affiné doucement. Mais parfois, ça n'a pas été géré. C'est intéressant aussi d'interroger les gens qui partent, qu'il y ait un processus de sortie. Que les gens, ils partent parfois sans rancœur ni rien, mais ils ont quand même des choses à dire sur le collectif.
tous les gens qu'il y a autour du collectif, ils ont des choses à en dire. Ils peuvent nous éclairer et nous aider à mieux comprendre ce que nous, on ne voit pas parce qu'on est à l'intérieur et qu'on a le nez dans le guidon. Donc là, justement, je voudrais vous passer une vidéo de l'Université du Nou qui s'appelle Déviant, l'opposant, le marginal. Donc, encore une fois, il n'y a pas de lien d'intérêt avec l'Université du Nou. Les vidéos qu'ils proposent sont en licence libre GNU, GPL, CC BY SA. C'est-à-dire qu'on peut les réutiliser, mais en citant leur auteur et sans intention commerciale derrière. Et les positions de Libertad, de Réinfo Covid n'ont rien à voir avec l'Université du Nou. Simplement, pour nous, c'est des gens intéressants dans la gouvernance partagée. Donc, je vous partage ça et puis après, on le commentera un petit peu. Nourris d'une intention commune, attirés vers un objectif convergent, des individus se rassemblent, un groupe se constitue, un être ensemble naît. Pour assurer sa cohésion et progresser vers son objectif, cet être ensemble puise dans ses ressources, ses membres, les moyens dont il a besoin en allant chercher chez l'un des capacités de rassemblement, chez l'autre une vision à long terme, chez un troisième la stabilité, etc., etc. Son environnement changeant sans cesse, la disponibilité et l'énergie de ses membres variant à tout moment, l'être ensemble adapte perpétuellement la répartition des rôles qui le servent. Chacun est donc appelé, en fonction de l'énergie et des talents qui sont disponibles en lui, à être tour à tour leader ou souteneur. Nous pouvons choisir d'orienter nos aptitudes pour exercer tous ces rôles de manière collaborative. Énoncée en 1944 par Kurt Lewing, la dynamique des groupes permet notamment d'identifier ces rôles. Parmi ceux-ci, l'opposant, le déviant et le marginal. Difficile d'imaginer être un opposant collaboratif, un déviant collaboratif ou un marginal collaboratif, n'est-ce pas? Et pourtant, ces rôles sont collaboratifs de nature. Le rôle de l'opposant a pour redevabilité naturelle de promouvoir un autre moyen d'atteindre l'objectif commun que celui employé par le groupe. Dans un contexte d'individualité concurrente, son apport est vécu par beaucoup comme une agression contre le groupe. Cependant, il permet au groupe de s'assurer que le mode opératoire employé pour atteindre l'objectif est pertinent ou d'en changer. C'est donc une contribution coopérative. Le rôle du déviant a pour redevabilité naturelle de promouvoir un autre objectif que celui poursuivi par le groupe. Dans un contexte d'individualité concurrente, son apport est également vécu par beaucoup comme une agression contre le groupe. Et pourtant, il permet au groupe de s'assurer que l'objectif est toujours pertinent vis-à-vis de l'intention qui l'anime, ou d'en changer. C'est donc une contribution coopérative. Le rôle du marginal est un rôle pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Le rôle marginal se tient sur la marge. Il a pour redevabilité naturelle de permettre au groupe de mesurer ses frontières, ses limites. Dans un contexte d'individualité concurrente, son apport est vécu par beaucoup comme un recul, un abandon, voire un défi au groupe. Et pourtant, il permet au groupe de mesurer ses capacités d'inclusion des membres, de leur comportement, de leurs idées. Nous sommes donc utiles à l'être ensemble quand nous sommes investis du rôle d'opposant, de déviant ou de marginal, tout comme le sont ceux qui incarnent le leader ou le souteneur. Exprimer en toute souveraineté, assertivité et dans un esprit coopératif ce qui nous traverse, quel que soit le rôle servi par cette expression, c'est concourir à la dynamique coopérative du groupe, de l'être ensemble. Gratitude donc aux opposants, aux déviants et aux marginaux coopératifs.
Ouais, voilà. Donc, c'est vraiment cette idée que même les rôles qu'on n'attendrait pas peuvent servir vraiment à ce que le groupe atteigne son objectif. L'un qui permet d'évaluer que la stratégie est vraiment toujours la bonne, l'autre que le but poursuivi au bout du chemin, c'est ça vraiment vers lequel on veut aller. Et puis le troisième qui permet de vérifier est-ce que on a envie d'aller explorer ces territoires-là ou est-ce qu'on n'a pas envie, quelles sont nos frontières de notre royaume. La tension, là, on en a parlé sur un mode de conflit. Pour autant, il y a d'autres choses qu'on peut faire, c'est que la tension n'est pas toujours conflictuelle. Elle peut être simplement quelque chose qui nous aide à, à savoir comment piloter l'organisation. Et ça, c'est intéressant parce que on va voir dans la prochaine émission, je pense, dans la prochaine session, comment on fait pour utiliser la tension comme un outil de pilotage dynamique de l'organisation. D'accord. Merci. En tout cas, voilà, c'était très intéressant. Bon, ça donnait déjà quelques pistes finalement. Donc, ce qu'il en ressort, c'est finalement, c'est comment est-ce qu'on se sert finalement de ces problématiques, de l'émergence entre guillemets de ces situations pour finalement arriver à travailler justement éventuellement sur nos points de faiblesse, que ce soit personnel ou au sein du collectif, et pouvoir arriver à travailler dessus. Donc, c'est quand même un bon exercice. Alors, c'est sûr, des fois, ça peut être des conflits un petit peu délicats, comme on expliquait. Nous, on a eu des fois, enfin, c'est un petit peu tendu parce qu'en plus, avec, pour reprendre notre exemple que l'on a eu, on peut avoir des fois des situations avec des personnes qui ne sont pas malveillantes, entre guillemets, qui ne sont pas malveillantes, qui ont envie de bien faire, qui sont très intelligentes, etc. Et donc, c'est ce qui peut être un petit peu délicat, c'est de se dire, bah tiens, je l'aime bien, lui, il est bien, il a bon fond, etc. Mais comment est-ce qu'on fait du coup pour harmoniser un petit peu tout ça? Ouais, tu as Et raison, donc, c'est encore lié à un peu la dissociation rôle-personne. C'est qu'on a ouais, envie de prendre toute la personne et il y a des jeux qui sont malmenés par le nous et certains jeux qui malmènent le nous, comme on l'a dit. Je vous donne un exemple. On a eu quelqu'un qui prenait toujours trop de risques dans sa façon de parler en public. Il voulait toujours parler de choses qui nous paraissaient, nous, un peu trop extrêmes ou complotistes, parler du graphène, parler de je sais pas quoi, de tel ou tel scandale en cours près du président de la République ou je sais pas quoi. En fait, euh, pour le groupe, c'était dangereux. On était quelqu'un qui avait une stratégie qui n'était pas adaptée à ce qu'on cherchait à faire. Et ben, pourtant, c'est quelqu'un de très gentil, de très intelligent, qui peut-être a raison sur plein de points, mais n'acceptait pas l'idée qu'il était au service du groupe et était plutôt dans l'idée que le groupe était à son service ou au service d'une mission encore plus haute, qui serait la vérité. Et, euh, et donc, quelque part, ça questionnait. Lui servait la vérité, alors que le groupe servait essayer d'être ensemble et de réconcilier les gens. Et la stratégie, c'était peut-être ne pas tout dire, pas tout de suite, être prudent sur la parole, accepter qu'il y a du dissensus, qu'on n'est pas d'accord sur tout, qu'il y a des zones d'ombre pour le collectif, alors que pour lui, c'était tout dire, tout aller rentrer dans les autres, leur montrer qu'ils ont tort, parce que le plus important, c'est la vérité. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, les raisons d'être, les finalités poursuivies par cette personne ou le groupe sont pas les mêmes. Et que donc, peut-être, il faut qu'il soit plus dans ce rôle-là. Ça n'empêche pas de faire partie du groupe s'il a envie à d'autres endroits. Mais en tout cas, en termes de porte-parole ou de choses comme ça, là, c'était plus possible. Ça te parle ouais, comme chose? totalement. Totalement. Non, c'était très intéressant. De toute manière, il y a pas de solution miracle, mais ça met vraiment en évidence qu'après que chaque collectif finalement, en fait, après construise vraiment, on en revient finalement aux émissions précédentes, ces raisons d'être, construisent également justement cette sorte d'organisation sur comment est-ce qu'on gère les conflits en interne. Donc, on a vu des fois entre guillemets, les profils ou les personnes qui vont peut-être pouvoir se mettre en danger ou mettre en danger le collectif, on va dire le nous, comme tu l'indiquais. Et finalement, il faut arriver justement à identifier, si on peut conclure là-dessus, de ce que je retiens des pistes que tu nous as données, finalement, après, justement, arriver à identifier les potentielles failles, les points sensibles dans le collectif à différents endroits sur lesquels on appuie, où ça fait mal finalement, pour justement voir comment est-ce qu'on s'occupe de tout cela. Ouais, et ces failles, comme tu dis, c'est des fuites d'énergie. C'est des endroits où on perd de l'énergie. On est obligé d'y mettre et on ne peut pas la mettre au service de l'objectif.
c'est comme si on avait une plaie avec du sang qui pisse, quoi, tu vois, et on est obligé de mettre sa main ici, et donc on peut plus faire grand-chose avec sa main. Il faut faire un garrot, quoi. Il faut appuyer fort à un endroit. Et donc, bah, soit on dit c'est pas grave, on s'en fout, et on continue, mais on va pisser le sang, on va perdre son énergie. Soit on essaie de tout guérir tout le temps, soit on dit on fait appel à l'aide à l'extérieur et on essaie de se soigner, ou on met en route les mécanismes de guérison pour que ça s'arrête de pisser le sang. Moi, je pense que chaque fois qu'on a envie d'aller plus vite, chaque fois qu'on a l'impression que ça résiste, il faut se retourner à l'intérieur et accepter l'idée de revenir au centre, bien être sûr de sa raison d'être, de comment on est organisé, de qui a de l'énergie, qui en a pas, à quel endroit pour faire quoi. Donc d'être comme à l'écoute, en fait, en permanence à l'écoute de ce qui se passe, plutôt que de tout vouloir diriger de manière rigide. D'accord. Voilà. C'est très intéressant. Alors, ça me fait sourire au sens où, en fait, c'est, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est exactement ce que l'on est en train de faire. Par exemple, au sein du collectif Libertad, notamment, là, on a fait 180 degrés. On dit, attendez, voilà, on a grossi. En quelques mois, on a eu plein de membres qui nous ont, de personnes qui nous ont, qui nous ont retrouvés, qui sont venus à nos côtés. On a créé des groupes de travail, des groupes d'échange, donc plein de cercles, etc. Et là, finalement, voilà, ça a été tellement rapide qu'on se dit, mince, on a loupé également des étapes. Donc là, 180 degrés, on prend le recul et maintenant, on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est pour justement pérenniser finalement tout ça. C'est également une sorte de stabilité, hein, puisque je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans les précédentes émissions de mémoire. Il est très rapide de faire effondrer finalement un collectif global, quoi, avec pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on stabilise ça et comment est-ce qu'on construit finalement également toutes les fondations. Les fondations, si on veut que la maison, elle tienne, il faut des fondations solides. Je crois qu'on en a terminé, Louis. Ouais. Mais alors, juste un dernier mot avant de terminer, 1 minute vraiment, c'est que là, on parle de maison et de fondations solides. Et moi, mon impression, c'est que c'est plutôt comme un bateau qui passerait son temps à évoluer, à changer, à avoir une voie d'eau, et puis il faut la reconstruire, tu vois, éviter que ça prenne. Vous savez, comme ces 3 mâts qui partaient autour du monde, voilà, où il y a tous les corps de métier à l'intérieur, ou comme une nef qui nous emporte ensemble vers une terre de paix. Et pour pouvoir aller vers cet objectif-là, il y a besoin de la réparer en temps réel, il y a besoin de construire un nouveau mât, il y a besoin de bricoler et de s'adapter. Parce que si tu as une maison trop rigide, elle ne sera pas capable de s'adapter ou de se transformer, parce que peut-être qu'il faudrait faire une nouvelle véranda, faire un appentis devant, accepter l'idée qu'il y a des trucs qui s'ouvrent en haut. Et si la maison elle est trop rigide, bah, tu vas avoir du mal à t'adapter à un pas de temps très rapide. Et ça, c'est un peu le problème. Il y a une tentation qui serait de se retourner complètement pour faire une gouvernance la plus solide possible. Mais dans ce cas-là, le collectif, il a du mal à travailler parce qu'il est tellement occupé à faire sa gouvernance et puis tu peux te retrouver avec une maison qui est complètement inadaptée en fait à ce qui est en train de se passer maintenant. Maintenant, il faudrait là, toi, que le pas de temps fait qu'il faut aller faire des manifs, il faut aller dans la rue, il faut aller prendre la préfecture, etc. Et en fait, toi, tu as fait une maison bien stable pour faire de la com. Bon, ça y est, c'est un peu inadapté, quoi. Et donc, tu vas devoir abandonner ta maison pour peut-être en recréer une autre à côté. C'est pas grave, tu as de l'expérience, peut-être tu peux la construire vite. Mais si au contraire, c'est un bateau et que tu es capable de le réorienter et de changer de direction, ça, c'est pas mal. Ça, pour vous dire, en gros, l'image que j'utilise là, c'est préoccupez-vous de gouvernance, mais pas trop. Souvenez-vous de là où vous voulez aller, même si vous arrivez avec un radeau à la fin, mais que vous y arrivez, c'est très bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un beau catch, goélette, je sais pas quoi. Vous allez y arriver aussi. Merci pour ces points de détail. C'était très. J'aime beaucoup voilà, cette comparaison maison. Moi, c'est l'image qui m'était venue, mais finalement, reparler voilà, du bateau en comparaison avec la maison, c'est vrai que je vois totalement l'idée que tu veux nous donner en tant que cas. C'était vraiment très intéressant. Merci énormément, Louis, pour ces pistes. Donc, dans la description, vous allez retrouver la description de la vidéo, également le lien vers la vidéo UDN que vous venez de voir là pendant l'émission. On vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube du collectif Libertad. Vous retrouvez la playlist avec toutes les émissions sur la vie en collectif. Et on se retrouve donc pour la prochaine émission, la numéro 7, l'émission numéro 7 sur Se réunir, donc toujours avec Louis. Donc merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Bon courage à vous. Et puis on se dit à très bientôt pour l'émission numéro 7, Se réunir. Au revoir tout le monde. Bye bye, à bientôt, merci beaucoup.